Bonjour, bienvenue dans notre émission Emportée par la foule, l'émission de Dialogue RCF consacrée à l'économie et la finance participative, au crowdfunding comme on dit, émission réalisée avec Pop Finance et Finance Conseil Méditerranée. Patrick Le Camus, on est dans l'actualité, les élections et le crowdfunding. Jusqu'à maintenant, on est plutôt dans les financements publics. Oui, là, pas à travers la planète en tout cas. Donc ça marche bien en réalité le crowdfunding et la politique. Alors, on se souvient de. Oui, parce qu'il y a une tribu à chaque fois. Oui, et puis il y avait eu ce phénomène américain de fatigue de financement par les grosses entreprises qui donnait un soupçon de plutocratie remplaçant la démocratie. Là, c'est Barack Obama qui était arrivé, qui avait dit je veux des petits sous. Voilà. Du coup, il en a eu beaucoup quand même. Il avait réussi une grosse campagne. Et évidemment, au Royaume-Uni aussi, ça fonctionne très très bien. Et il y a eu l'année où le Green Party, le parti écolo du Royaume-Uni, avait réussi une belle campagne. Ils avaient levé jusqu'à 1 million de livres. Ah oui, quand même. Donc pour financer leur campagne électorale. Donc ça se marie effectivement assez bien, puisque le crowdfunding, c'est de mobiliser ces communautés pour arriver à se financer. Et évidemment, chaque fois qu'on organise des élections, on mobilise des communautés. Un parti politique, il a une communauté. Sinon, mais pas en France. Alors en France, c'est pas tout à fait pareil. En tout cas, sur Marseille, on a eu l'exemple au municipal d'une campagne de crowdfunding qui a été un flop faramineux, avec des critiques de la part de nos concitoyens qui disaient « Non mais attends, t'es un professionnel de la politique, tu touches l'argent pour ça, tu viens nous taxer pour faire ta campagne électorale. » Là, ça a été rejeté. Ça a été rejeté, oui. Ça a été vraiment rejeté. Et ça a été rejeté une deuxième fois par la commission des comptes de campagne qui dit si tu passes par un intermédiaire, c'est pas bon. Ah. Voilà. Oui, parce que c'est pas, puisque comme il y a un plafonnement des dons, on a considéré que c'était un seul don. Oui, il y avait quelqu'un qui prenait un pourcentage au milieu. Enfin, il fallait que le don soit direct à la personne et passer par une plateforme. C'était pas conforme à nos règles de financement de la vie publique. Crowdfunding pour le financement. Voilà. Du coup, il y a récemment un parti, alors là, on n'a pas le droit de citer de nom, qui a lancé un emprunt, mais direct, donc qui a créé un site de financement de son parti directement sans passer par une plateforme. Voilà, c'est de l'emprunt. C'est de l'emprunt. Voilà. Ouais. Bon, c'est un parti politique un peu parano qui dit qu'en plus les banques sont méchantes et veulent pas lui prêter. Puis qu'il y a que les banques étrangères qui veulent lui prêter. Bien, voilà, c'est cela. Nous n'avons rien dit. On passe au bref maintenant avec du food truck. Oui, alors on en avait parlé. Food truck, c'est le fond plus le truck, c'est le camion. Le camion, donc c'est un jeu de mots par rapport à ces camions qui circulent pour vendre des sandwichs et des salades. Un peu mieux aujourd'hui quand même. Hein. Il y a des efforts dans la gastronomie. Oui, un peu mieux bien sûr. Donc on a, ça peut être des food trucks très bio, très spécialisés. Et donc là, sur les dimanches de la Canebière, il y a des food trucks fabuleux sur la Canebière. Hein. Et donc le concept est repris. On en avait parlé l'année dernière par une plateforme de crowdfunding en capitale, SoWeFund, qui sélectionne des projets sur sa plateforme pour aller faire des opérations de relations publiques. Et la nouveauté cette année, c'est que c'est pas seulement à Paris, c'est leur fund truck dans une vieille camionnette Citroën se balade à Nantes, à Bordeaux. Et donc c'est cette semaine, c'est à Nantes et on l'aura le 13 juin à Bordeaux, le 14 à Paris et à Lille le 14 septembre. Mais pas chez nous. Pas à Marseille, mais il suffira de les inviter. C'est ce qu'on va faire. Allez, on fait une pause musicale avec Jamaica All Star. Vous écoutez Emporté par la foule, l'émission de Dialogue RCF consacrée à la finance et à l'économie participative. Notre invité, c'est Rémi Anglès qui a choisi cette musique jamaïcaine. C'est pas un hasard, Rémi ? C'est pas un hasard, puisqu'il y a de nombreuses années, j'officiais sur les antennes de Radio Dialogue, à l'époque à la cathédrale de la Major, pour une émission de musique jamaïcaine et caribéenne. Ah, voilà, donc souvenir. Souvenir, voilà. Ben merci en tout cas d'être revenu sur les lieux du crime. Oui, même si ça a changé d'adresse, je suis toujours les programmes. Alors, après une période comme disquaire, maintenant c'est entrepreneur sur un produit particulier, le rhum.
Tout à fait. Un produit que commercialisait mon grand-père à l'époque, le rhum Manicou. Il vient des îles, le grand-père? Alors, les aïeuls, en 1838, pardon, quelle erreur, se sont installés en Martinique, avaient une grande plantation et faisaient le commerce avec la France, la métropole. Et donc ça passait par Marseille. Et ça passait par Marseille. Marseille est une grande ville du rhum. Il y a des marques très connues de rhum aujourd'hui, je ne citerai pas pour leur faire de la publicité, mais qui sont marseillaises, personne ne le sait. Ah ouais. Complètement. Allez, je vous le dis. Allez. Saint James, c'est en Marseille, par exemple, bien sûr. Mais à l'époque, c'était une grande plateforme et donc mes aïeuls, ma famille s'était installée là-bas et chance pour moi, le jour de l'éruption du volcan en Martinique, ils étaient à Marseille pour voir la famille. Ouais. Et sinon, j'aurais pas pu vous parler de tout ce projet. Donc, du coup, les enfants, 20 ans après, sont retournés dans l'île, ont restructuré la société qui s'appelle la CMR, la Compagnie Marseillaise des Rhums. Ah ouais. Et donc, Compagnie Marseillaise du Rhum, carrément. Ah bien sûr, nous dans la famille, on est comme ça. Et donc, ils se sont implantés dans les années 30, 40, avec l'effort de guerre. Ça a été de bonnes années puisqu'on avait besoin de rhum, particulièrement dans les pharmacies de guerre pour la médecine. C'était très employé, mais très peu. Ouais, moi, je me soigne au rhum, mais pas forcément pour ça. Depuis tout petit, je vous avais vu, on est en pleine forme, donc c'est la preuve que ça marche. Et puis, dans les années 60-70, le marché du rhum s'est un petit peu effondré. Et c'est vrai que moi, j'ai eu de la chance aussi dans cette partie-là de suivre la fin de vie de ma grand-mère. À la mort de mon grand-père, atteint d'Alzheimer, elle le cherchait partout dans la maison. Donc il a fallu s'installer à ses côtés, du coup ranger un petit peu la maison, du coup retrouver la cave du rhum, les clés de la cave, parce qu'il a fallu retrouver aussi les clés. Et puis la cave était intacte? La cave était intacte, le plafond s'était effondré, mais heureusement pas sur les bouteilles. Et donc on a eu très chaud, mais on a ressorti quelques bouteilles du grand-père, et en faisant goûter à mes amis ce nectar, on peut dire, parce qu'il y a quand même des... Oui, il avait quelques années d'âge. Il avait quelques années d'âge. Bon, il faut savoir que le rhum ne vieillit pas en bouteille, donc il s'est arrêté dès qu'il a été embouteillé. Je sais pas des tonneaux de rhum que j'avais dans ma cave, mais des bouteilles, mais c'était du très bon rhum. Et parmi eux, parmi mes amis, j'ai connu un expert en rhum, Guillaume Ferroni, qui était très attaché à cette dimension marseillaise du rhum, puisqu'il a lui sorti une marque de rhum marseillais déjà avant moi. Et donc on s'est mis dans la tête d'essayer de retrouver ce goût authentique et de sortir cette année où vraiment le rhum est boosté sur le marché, puisqu'il a dépassé dans la région le whisky en consommation. Ah ouais. Donc c'est évidemment porté par des efforts de très grands groupes comme Ricard avec le Havana Club et choses comme ça, mais c'est aussi porté par des connaisseurs, des spécialistes qui ont vraiment compris qu'il y avait autant de culture dans le rhum que dans le whisky. Il y a plusieurs sortes de rhum, le rhum agricole, le rhum de mélasse, chacun a des arômes différents qui peuvent être incroyables. Il y a du rhum. Ça va être le rhum Manicou, c'est ça? Voilà, et moi je lance le rhum Manicou comme d'autres. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier, le rhum Manicou? Alors ce rhum Manicou, il est ambré, de couleur assez pas blanc. Et c'est un assemblage des deux rhums dont je vous ai cité. Une partie agricole, puisque mes grands-parents étaient de Martinique, mais vu qu'ils exportaient et ils importaient de l'alcool, ils faisaient beaucoup de mouvements de liquide, on peut appeler ça comme ça, et donc ils avaient aussi de rhum de mélasse provenant de Jamaïque, ce qu'on a décelé quand on a goûté la bouteille originale. Il a été complété pour l'arôme par un rhum de l'île Maurice. Et d'accord, c'est des mélanges donc savants. Ça s'appelle un assemblage, en termes techniques, un blend, pour donc retrouver ce goût authentique. Et pour la petite histoire, le frère du père de mon grand-père est né à l'île Maurice. Et l'assembleur ne le savait pas, et quand on a découvert ce petit plus mauricien, je lui ai dit, c'est normal, j'avais une personne de la famille qui était là-bas, donc qui devait aussi gérer les affaires de rhum avec ma famille. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'avoir ici une maison à Marseille qui va vendre du Manicou, c'est ça? Du Manicou. Manicou, pas besoin d'en boire beaucoup, donc faut présenter dans une petite bouteille de 50 centilitres au lieu de 70, qui est un rhum donc qui se boit il n'y a pas besoin vraiment d'en boire beaucoup dans un petit verre, hein. C'est comme un spiritueux, comme une liqueur, mais qui est aussi apparenté à des cocktails que du coup faisait mon grand-père à l'époque. Puis tout petit, j'allais dans la cave du grand-père. Une recette de cocktail. Alors je vais vous dire la sienne, qui est peut-être la moins originale des trois qu'on a sortis. La sienne, c'était le shrub, c'est un rhum avec des écorces d'orange. Donc ma grand-mère pelait les oranges, il y en avait partout qui pendaient dans la cuisine, et puis on les faisait sécher, et ensuite il les mettait dans le rhum, il faisait encore macérer ça pendant longtemps. Il faisait macérer encore. Ah oui. Et ça donne ce goût de rhum. Un petit rhum orange. Voilà, de Noël. On appelle ça le rhum de Noël, et il se consomme particulièrement en fête de fin d'année, ce qui est
ce qui est une chance pour moi puisque le rhum sort en octobre, donc il est en ce moment dans des fûts, il vieillit un petit peu. On peut pas appeler ça du rhum vieux parce qu'il aura pas une durée de plus d'1 an dans des fûts de rye, de whisky, mais il aura quand même déjà un petit arôme, un petit goût, une petite couleur ambrée. Donc là, vous avez quoi, installé une cave à Marseille? Donc j'ai eu la chance de rencontrer ce partenaire Guillaume Ferroni qui a donc s'est occupé de la matière première, et j'ai eu aussi une autre chance, c'est de connaître la dernière distillerie à Marseille qui fait par exemple du pastis. Il n'y a qu'une marque de pastis qui est faite à Marseille, c'est la distillerie Cristal Liminania qui est à la Blancarde, et qui elle aussi, aux coïncidences, avait son grand-père qui faisait du rhum, le Manada, qui elle aussi a retrouvé dans la cave quelques exemplaires du Manada, et qui elle aussi va sortir conjointement avec moi le rhum Manada, qui est un rhum paille un petit peu différent, plus pour les cocktails cette fois-ci. Et donc tous les deux on s'est engagés dans le projet parce que vraiment les histoires se confondaient presque. Alors pour que ça marche, là il vous faut un peu d'argent pour les premiers fûts, et vous l'avez vu, une somme pas colossale, 3 585 €, c'est ça? Comme les auditeurs l'ont compris, donc la grosse partie du truc est faite et assurée. Maintenant, il faut payer les droits de douane qui représentent à peu près 70% du prix de vente total, si on confond TVA, sécurité sociale, droits d'assises, etc., etc. Donc c'est cette partie-là qui manquait, et le crowdfunding sur Ulule donc a été créé il y a un peu moins d'1 mois et fini dans une semaine. On est à 60 et quelques %. On nous dit qu'on aura... C'est avec contrepartie ou c'est pur don? Alors il y a des contreparties puisque sans alcool. Du coup la société va commercialiser ce produit, donc va commercialiser aussi une gamme de t-shirts avec l'effigie du Manicou et plein d'autres choses. Donc il y aura des soirées, puisque on fait des soirées dégustation, on va faire goûter les 3 rhums différents, puis l'assemblage du rhum. D'accord. Donc tout cela, c'est de l'organisation. Et vous raccompagnez les invités à la maison? Absolument. On va tout faire pour. Très bien. Donc je rappelle que on peut trouver toutes les informations sur Ulule et puis sur notre page Facebook Emporté par la foule. Merci d'avoir été avec nous. Merci. La prochaine fois, vous venez avec un échantillon et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.